Bonjour à toutes et à tous. Bienvenue à notre webinaire des fondamentaux de l'analyse technique avec Laurent Aly. Euh, voilà, je voulais dire juste bonjour déjà Laurent. Tu nous entends? Bonjour Falco, bonjour tout le monde, est-ce que vous m'entendez? Ouais, je crois que ouais, je crois plutôt que on t'entend tous. Parfait. Bon, très Euh, bien. je voulais dire une chose à l'entrée, au début de cette webinaire à tout le monde. En fait, le titre de ce webinaire, c'est les fondamentaux de l'analyse technique. Donc, c'est un titre qu'on a choisi pour commencer cette webinaire et cette série de webinaires qu'on veut faire avec vous toute cette année. Donc, l'idée de cette webinaire est pas nécessairement concrètement de faire que se concentrer sur les fondamentaux, faire chaque année, chaque fois une sorte de leçon où Laurent nous raconte un nouveau chapitre de cette grande bible de fondamentaux d'analyse technique. L'idée, c'était plutôt au début de faire une analyse aussi des mouvements, des actions actuelles, en fait, ce qu'on partage, nous, qui suit suit le marché. Donc, aujourd'hui, je voudrais aussi, avec Laurent, un peu revenir en fait à ce début et cette idée initiale de notre webinaire. Et ça, c'est déjà bien accompagné parce qu'il y a plusieurs questions déjà sur les sous-jacents. Donc, il y a les questions sur Valorec, il y a une question sur AXA. Voilà. Donc Laurent, je donne le mot à toi. Peut-être tu veux faire aussi un peu du CAC 40. Voilà. Et en fonction pendant l'explication en gros et l'analyse technique du sous-jacent, on pourrait revenir et faire petit à petit quelques fondamentaux de l'analyse technique. Voilà. L'étoile Coulomb, comme la semaine dernière par exemple, et tout ça. Donc voilà, c'était mon intro. Donc merci d'être avec nous. Je donne le mot et aussi l'écran à Laurent dans 2 secondes. Comme ça, Ben tu peux écoute, commencer. merci Falco. Bonjour et bienvenue à tous pour ce nouveau webinaire qu'on va donc euh, continuer de faire semaine après semaine en espérant que c'est un moment qui va vous permettre de comprendre un peu mieux comment utiliser l'analyse technique. Alors, effectivement, ce que nous allons faire, plutôt que de donner une sorte de cours très didactique et formel sur les différents éléments qui composent l'analyse technique, c'est plutôt de prendre les actifs qui vous intéressent et de les regarder ensemble en vous répétant que vous pouvez partager avec nous tout ce qui vous passe par la tête. Hein, c'est vraiment le but. Autrement dit, n'hésitez pas à intervenir dans la petite fenêtre de chat si vous ne comprenez pas ce que Falco et moi nous vous disons ou si on est allé trop vite. On est vraiment là pour ça. Alors, la semaine dernière et la semaine précédente, on avait regardé ensemble les figures de retournement sur les chandeliers japonais. On avait presque fini ce petit chapitre sur les bougies. Moi, ce que je vous propose, c'est que on le termine. Puisque de toutes les façons, on est allé assez loin dans la présentation, donc on l'a presque terminé. Et puis surtout, c'est maintenant le moment de vous faire travailler, puisque j'ai préparé des petits quiz pour tous ceux qui étaient avec nous la semaine dernière et la semaine d'avant, pour savoir, pour vérifier que vous avez été attentif et que vous avez compris tout ce qu'on vous a exposé. Donc on va faire ça, ça va durer une petite dizaine de minutes. Et puis après, comme Falco l'a suggéré, on peut regarder ensemble AXA et Valourec. Falco, n'hésite pas à me rappeler hein, les valeurs qui ont été demandées. Et puis si on a encore un petit peu de temps, si ça vous intéresse, on pourra regarder le CAC, le S&P, le Gold, l'euro-dollar, toutes les valeurs qui vous intéressent. Alors, on va donc Excellent. terminer. Hein. Oui, Falco, pardon, vas-y.
Ton écran, moi je le vois pas. Est-ce que vous voyez l'écran de Laurent? Parce que là, je vois juste les deux webcams en fait, j'ai l'impression. Ah bah oui, bah, Christian dit oui, oui, on voit l'écran de Laurent. Bon, donc c'est mon erreur, voilà, donc tout va bien alors. Ok. Jean-François aussi, merci, Jacqueline aussi, parfait, merci. Ok, alors Ah, on va donc terminer hein, cette petite présentation sur les bougies japonaises. On avait parlé la semaine dernière donc de l'étoile du soir. C'est la figure de retournement, enfin, c'est l'une des figures de retournement les plus efficaces dans la lexicologie des chandeliers japonais, parce que vous vous en souvenez, on avait dit que il y avait des signaux de retournement avec les bougies, avec une bougie, deux bougies, trois bougies. C'est effectivement ce qui signale le changement de consensus sur le marché de la manière la plus probante. Donc l'étoile du soir, vous le voyez, ça vient en principe en haut d'une progression des prix avec, vous voyez, une grande bougie blanche. La deuxième bougie est une petite bougie en forme de toupie ou de doji, en tout cas une bougie avec un cours de Laurent, clôture. on voit pas Oui. ta présentation. On voit pas ta présentation. Ah, vous voyez pas ma présentation. Non, non. Alors, ok, alors on va recommencer. Ah, il y a quelque chose qui change. Voilà. Tout le monde la Vous la voit? voyez? Voilà. Ah, bah, moi, je la vois maintenant, hein, donc je crois. Oui, oui, Jean-François dit oui, donc tout va bien. Pascal aussi, Alexandre aussi. C'est bon, super, Bon. Laurent, vas-y. Alors excusez-nous, hein, ça c'est les aléas de la technique. La technique. Euh, Donc, on reprend. Donc, l'étoile du soir, hein, avec cette grande bougie blanche, c'est la première. La deuxième bougie, c'est une petite bougie, vous le voyez, avec un corps très rétréci, qui montre qu'il y a un cours de clôture très proche du cours d'ouverture. Donc, des opérateurs, des investisseurs qui ont du mal à continuer à prolonger le rallye précédent. Et puis, la troisième bougie, j'ai envie de dire que c'est le coup de grâce, c'est-à-dire le changement de psychologie et alors qu'on était sur un marché qui était haussier, là tout d'un coup vous avez une séance de vente assez importante puisque finalement cette troisième bougie elle retrace quasi complètement à l'intérieur du corps de la première. Il faut en tout cas qu'elle retrace au minimum la moitié du corps de la première pour que ce soit une étoile du soir. Alors, quand on a ce type de combinaison qui se met en place, eh bien, le stop loss, il se place juste au-dessus de la petite mèche de la bougie du milieu, en principe. Autrement dit, on doit repartir à la baisse et le prix ne doit absolument pas revisiter un cours supérieur au haut de la mèche de la bougie du milieu sous peine d'invalider cette étoile du soir. Alors, attendez, je vais me mettre en plein écran. Je vais reprendre, voilà, l'étoile du soir. Et vous le voyez, ça c'est un exemple concret d'étoile du soir sur Walt Disney, où on a eu un rallye important qui a été donc démarré au mois d'octobre de l'année dernière, très forte impulsion. On a ici une zone de résistance, je préfère parler de zone de résistance plutôt que de ligne de résistance, une zone de résistance qui a été marquée par cette mèche et par cette zone de congestion autour des 99,50 $. Et là, on voit une très belle étoile du soir qui se met en place avec la première bougie qui est dans la lignée de tout ce qui précède, la deuxième bougie avec un corps beaucoup plus réduit, et puis la troisième bougie qui montre que les vendeurs reprennent la main et vont vraisemblablement maintenant accompagner les cours vers des niveaux plus bas sans savoir à l'avance quel sera le niveau qui pourra être testé par les vendeurs puisqu'en fait les bougies ne donnent pas de cible lorsqu'elles se forment. On sait simplement qu'on a potentiellement un mouvement qui est en train de se terminer. Alors regardez, donc ça c'est le quiz qu'on avait fait ensemble la semaine dernière, on ne va pas le refaire. Ça c'est le deuxième quiz que je vous propose avec, vous le voyez, trois rectangles verts qui montrent
des figures en chandelier japonais. L'exercice, c'est de savoir si ces figures en sont réellement. Puisque vous vous souvenez, la semaine dernière, nous avions dit que pour que des bougies prennent tout leur sens, il faut non seulement qu'elles soient formées conformément à ce que les Japonais nous disent et ce qu'ils ont répertorié comme figure, mais il faut aussi qu'elles soient positionnées correctement sur le graphique. Alors, si vous regardez cette première figure avec cette bougie noire et cette bougie blanche qui l'englobe, qu'est-ce que c'est? Je vais vous laisser réfléchir 5 minutes. Donc, est-ce qu'il y a des personnes, Falco, qui te disent qu'est-ce que c'est cette bougie blanche qui englobe cette bougie noire? Est-ce que tu as des réponses? Oui, oui, je vois des questions, des réponses. Donc, il y a Pierre qui dit c'est rien, il y a Michel qui dit c'est un aval baissier, c'est Jean qui dit c'est un aval haussier, avalement haussier aussi par Christian et Philippe, et Jean-François qui dit première fin de période haussier quart noir, François étoile filante, Jacqueline dit bah c'est non, rien du tout. Donc c'est quoi Alors, alors? alors, je crois que c'est Pierre que tu as nommé en premier qui a raison. Ce n'est rien. Pourquoi c'est Ah, rien? C'est rien. Et c'est justement le piège, et c'est justement là-dessus que tous ceux qui sont intéressés par les bougies doivent absolument travailler, parce qu'il vaut mieux ne pas connaître les bougies que de mal les comprendre et d'en tirer des mauvaises conclusions. Donc ce rectangle vert, c'est un piège que je vous ai tendu. Pourquoi? Parce que si on prend cette combinaison avec cette bougie noire et cette bougie blanche qui englobe le corps donc noir de la bougie précédente, c'est ce qu'on a vu ensemble, une bougie d'avalement haussier. Mais qu'est-ce qu'on a dit la semaine dernière? On a dit que les bougies d'avalement haussier ne sont des bougies d'avalement haussier que lorsqu'elles se situent en bas d'une baisse importante. Une bougie d'avalement haussier, c'est une bougie de retournement. Encore faut-il qu'elle retourne quelque chose. Est-ce que cette bougie retourne quelque chose? Rien du tout. Elle est à l'intérieur d'un mouvement haussier. Donc, cette combinaison ici en avalement haussier aurait été un avalement haussier s'il avait été situé ici ou s'il avait été situé ici. Mais à l'intérieur d'un rallye, ce n'est rien du tout. C'est une bougie blanche qui englobe le corps de la bougie précédente, qui montre qu'a priori, on a de nouveau des acheteurs sur le marché, mais ce n'est en aucun cas une bougie d'avalement haussier. Donc bravo Pierre, et pour tous ceux qui ont trouvé la bonne réponse. Alors maintenant, ce deuxième rectangle ici, où vous voyez cette bougie ici, qu'est-ce que c'est? Est-ce qu'il y en a parmi vous qui savent, qui ont reconnu la forme de cette bougie? Falco, à toi. Est-ce que tu as des réponses? bon, il y a non, Gérard dit que c'est rien. Exactement. Euh, et ouais, et Pierre me dit deux continuités de cycle baissier. Je ne sais pas Alors, si c'est pour les deux rectangles à droite. Il m'a pas encore répondu à ça. Et Christian dit aussi que c'est rien. Françoise aussi. Bon, très bien. Donc, voilà. effectivement, c'est rien. Bon, Alors, rien. pourquoi c'est rien? C'est un deuxième piège, parce que vous le voyez, cette bougie, en tant que telle, elle a la forme quasi parfaite d'une étoile filante. Ok? Tout petit corps, vous le voyez, et très longue mèche haute. Donc c'est une étoile filante potentielle. Sauf que elle n'est pas du tout placée là où elle devrait l'être pour être effectivement une étoile filante. On a vu que les étoiles filantes annoncent des pauses dans la hausse et elles doivent donc se situer en haut d'un rallye. Or, vous le voyez, cette étoile filante, elle est à l'intérieur d'une baisse, donc ce n'est rien. Troisième figure ici, c'est une petite bougie avec un petit corps et une mèche. Alors je vais déjà donner la réponse, Falco, pour gagner un petit peu de temps parce que je pense que tout le monde maintenant a compris le principe. C'est une bougie qui pourrait s'apparenter à un marteau. Alors de toutes les façons, c'est même pas un marteau parfait parce que la mèche basse de cette bougie n'est pas suffisamment grande pour que ce soit un marteau. Mais elle s'apparente à un marteau, sauf qu'elle n'est pas du tout positionnée en bas d'une baisse. Autrement dit, là encore, ce n'est rien. C'est simplement une bougie qui nous montre qu'il y a une relance de la dynamique précédente, mais ce n'est pas un marteau. Oui, Pierre est Falco. d'accord avec ça. Pierre est d'accord avec ça aussi.
Ok, alors là pour le coup, je vais vous montrer un concept qui est extrêmement important et c'est peut-être la chose la plus importante à retenir de cette présentation sur les bougies. C'est qu'elles ne doivent jamais être considérées isolément. C'est-à-dire qu'elles doivent s'inscrire dans un contexte technique général pour pouvoir envoyer des signaux qui fonctionnent. Autrement dit, là, on a déjà quelque chose qui est intéressant parce qu'on a un marché qui était en consolidation et qui a baissé et qui a mis en place un premier marteau. Vous le voyez ici. Ce qui est intéressant, c'est que ce marteau, il ne s'est pas formé sur une zone de support importante ici, mais au contact d'une moyenne mobile à 200 périodes qui justement passait par là. Et c'est sur cette moyenne mobile à 200 périodes que les opérateurs ont décidé de repasser à l'achat, ou en tout cas ceux qui étaient vendeurs à découvert, de déboucler leur position vendeuse. Donc le premier marteau, il est effectivement valable parce qu'il vient après une baisse. Quand on a parlé des marteaux il y a 15 jours, je vous ai dit les marteaux retournent rarement les tendances baissières. En fait, ils annoncent une stabilisation des cours, mais c'est rare que ça arrive, mais c'est rare qu'ils relancent directement un rebond en tendance haussière. Et là, on voit assez bien que le marteau, il a permis une stabilisation, il y a eu un rebond, il y a eu de nouveau une baisse et on a un deuxième marteau. Et là, ce deuxième marteau, il est important. Il est important parce que il valide l'existence du premier marteau et il est lui aussi positionné sur la moyenne mobile à 200 périodes. Donc, autant sur ce premier marteau, c'était un signal comme quoi, si on était vendeur à découvert, il fallait envisager de déboucler sa position vendeuse, autant ce deuxième marteau, il nous dit que on peut effectivement passer à l'achat parce qu'il vient confirmer le premier avec cette moyenne mobile à 200 périodes qui passe justement sous la mèche basse. Alors, pour continuer sur ce concept de recherche de plusieurs éléments qui convergent entre eux et qui vont donc donner des signaux importants sur le marché, regardez ce qui se passe ici. On a ici des petites bougies qui relancent la dynamique haussière. Pour le moment, il n'y avait aucun moyen avec les bougies d'anticiper ce retournement. Le deuxième rectangle ici, il montre un marteau qui vient donc valider cette zone qui a déjà été donc support par le passé et on voit que ça relance, en tout cas ça stoppe la baisse. Et donc là, on a une zone de support qui est importante à 74 $. Et puis, on a un troisième test qui se fait sur cette zone de support. Vous voyez, dans la même zone. Là, pour le coup, c'est pas vraiment une figure de retournement connue, sauf que on voit bien qu'on a une zone qui, lorsqu'elle est testée, génère à chaque fois des opérations d'achat. On est en juin. Le marché, donc, après ce triple test de cette zone à 74 $, repart à la hausse. Vous le voyez, il monte, il rebaisse. Et là, pour le coup, il revient sur cette zone en octobre, ou plutôt fin septembre, qui avait été validée comme support au mois de juin. Là où c'est extrêmement intéressant de réfléchir sur ce marteau, c'est qu'il vient, il apparaît sur le marché en même temps que d'autres éléments techniques qui nous disent qu'un rebond est possible. Alors, quels sont ces éléments techniques? Le premier, vous le voyez, c'est qu'on a une moyenne mobile à 200 périodes qui passe pile sur, ou à quelques centimes près, sur ce niveau de support qui avait été identifié en juin. Donc ça nous dit qu'on a potentiellement une zone de double support. Double support parce que le premier support il est là, il a été donc formé en juin, et double support parce que la moyenne mobile à 200 périodes est une forme de support dynamique qui vient donc potentiellement supporter les cours. Deuxièmement, on voit qu'on a une divergence haussière sur le RSI.
C'est-à-dire que vous voyez ici, on a un creux sur le marché. Ici, on a un creux qui est plus bas. Et pourtant, le RSI, lui, ne fait pas de nouveau plus bas. Il fait un point plus haut. Et alors que le marché inscrit un nouveau creux, le RSI, lui, diverge à la hausse. Donc, qu'est-ce qu'on a sur ce marteau? On a une zone de support qui a été validée par le marché, on a une moyenne mobile à 200 périodes qui passe à proximité de cette zone de support, et on a un RSI qui fait une divergence haussière. Donc là, on a effectivement un marteau dont le pouvoir est amplifié par les autres éléments techniques qui apparaissent conjointement à l'apparition donc de ce marteau sur cette zone de prix qui est importante. Et là, effectivement, vous le voyez, le marteau, il a relancé le marché à la hausse puisqu'on est allé en quasi ligne droite alors qu'on était à 74, on est allé en quasi ligne droite à 82. Donc en fait, ce qu'il faut chercher quand on regarde le marché, quand on essaye d'analyser un marché, il faut essayer de voir si on a une convergence d'éléments qui nous disent qu'on est sur un point de retournement important. Le passage d'une moyenne mobile, des divergences avec des oscillateurs, pour ceux qui connaissent Elliott, des mouvements dont on compte la fin. Et vous le voyez, quand on a ces différents éléments qui s'agglomèrent les uns aux autres sur des niveaux de prix, alors ça nous dit que effectivement il y a un retournement qui est possible. Si vous avez par exemple une étoile filante, une bougie d'avalement baissier qui se forme n'importe où sur le marché, les chances qu'elle retourne l'action du prix est beaucoup plus faible que si elle apparaît sur un niveau avéré de support ou de résistance. Voilà, donc Laurent, oui. Laurent, une dernière question ou deux Philippe différentes toi, te pose la question à toi. Il y a un Philippe qui dit qu'on va pas le RSI, si tu peux le remonter, et aussi l'autre Philippe demande où se met le stop. Alors, le stop se place sous la bougie qui construit le retournement. C'est-à-dire que si par exemple, là vous avez un marteau, donc le stop se place sous le marteau. Si vous avez une figure de retournement en trois bougies, par exemple une étoile du matin ou une étoile du soir. Prenons l'exemple d'une étoile du matin, c'est-à-dire une combinaison haussière qui retourne un marché baissier. Eh bien, vous regardez quel est le point bas, le point le plus bas qui a été touché par l'une des trois bougies qui constituent l'étoile du matin et vous mettez le stop en dessous. Voilà pour la réponse. J'espère que vous avez compris, sinon je répète. Et le RSI est trouvé aussi, donc tout va bien. Donc si tu veux continuer, vas-y. Alors, donc on vient de terminer donc cette petite présentation sur les bougies. Bon, je voulais simplement vous montrer que il y a différents ouvrages qui ont été écrits sur le sujet. J'en ai retenu deux. Celui de François Baron, qui s'appelle Chandelier japonais, figure d'indécision et de continuation, et puis ce que beaucoup considèrent comme la Bible des chandeliers japonais, c'est le bouquin écrit par Steve Nissen, qui s'appelle Les chandeliers japonais, un guide contemporain sur d'anciennes techniques venues d'Extrême-Orient, et puis deux sites web que vous pouvez donc voir et qui vous donneront beaucoup de renseignements sur l'application, l'utilisation à bon escient des bougies. Voilà Falco, on a terminé Excellent. avec... pardon? Excellent. On a, comme je disais au début, on a deux questions sur deux actions. Donc c'est à la fois c'est Valorec par Claude et peut-être on commence avec ça. Je sais pas combien de temps est-ce que il te faut pour faire une analyse là en live en fait. Eh Est-ce que c'est ben, 5 minutes? Non, on fait ça comment en fait? Toi, tu estimes combien de temps est-ce qu'il faut pour le bien faire? bah, oui, 3-4 minutes. Trois Trois quatre quatre minutes, ça me minutes? paraît... Oui, oui, tout ça, Excellent. ça me paraît bien. Et Donc, puis si bah ouais, effectivement il y a des questions ou des choses ouais, qui sont pas ouais. claires, Donc, on peut il reste approfondir. encore 30 minutes à peu près. Donc, on a deux Absolument. actions. Donc, je dirais, on peut refaire encore un troisième. Oui, oui, Euh, S'il n'y a pas on a trop le de temps. questions. Quatrième. Donc, voilà. Donc, je vous invite aussi de nous donner d'autres actions que, bon, après, on a essayé le CAC 40. Hein. Donc, voilà. Commençons avec Valorec. Euh, et Voilà. après, Alors,
Alors, on va regarder donc Valourec, qui est un titre qui a été particulièrement fort en 2016, puisque regardez, pendant tout le printemps de l'année dernière, il s'est changé autour des 3 euros. Vous voyez cette zone de prix ici. Et puis, il a progressé jusqu'à 7,50 €. Hein, donc vraiment plus de 100% de progression en 5 mois, en 6 mois. C'est rare et ça en a fait donc l'un des meilleurs performeurs l'année dernière. Alors la chose qui nous saute aux yeux sur Valourec, c'est déjà en 2016 le changement de rythme. C'est-à-dire qu'on voit ici une hausse qui est somme toute assez lente, puisque vous voyez, il y a des impulsions et puis des corrections qui sont assez profondes à l'intérieur des impulsions précédentes. Ici, on a une nouvelle impulsion, et puis là, on voit que ça retrace la quasi-totalité de l'impulsion précédente. Donc vous voyez, ce sont des swings qui sont assez importants et qui montrent que le titre progresse, mais qu'il est volatile et que la vitesse est encore peu élevée. Et puis, au mois de novembre, il y a un changement radical d'attitude de la part des investisseurs, puisqu'on passe d'un titre qui oscillait, vous le voyez, avec ses grands swings, à un titre qui évolue en quasi-ligne droite et qui passe donc de 4 euros début novembre à 7,50 € début décembre. Donc ça, c'est simplement pour vous montrer la différence entre une phase d'impulsion haussière où il n'y a quasiment aucun retracement et une phase au contraire haussière mais qui a une physionomie en fait de consolidation haussière. Alors Valourec donc fait un top à 7,47 sur ce niveau qui était un niveau de résistance important quand on se met en bougie hebdomadaire. Je ne vais pas vous le montrer maintenant parce que je ne veux pas trop vous compliquer les choses, mais 7,50, 7,47 c'était un niveau important en weekly. Et donc ce niveau il est important et qu'est-ce qui va déclencher de la part des investisseurs? Eh bien ils vont réaliser leur plus-value. C'est-à-dire que tous ceux qui étaient dans la hausse avaient comme objectif 7,50 € et se sont dit le titre a beaucoup progressé jusqu'à maintenant, donc c'est un bon niveau pour prendre mes bénéfices. Et donc, on assiste à ce qu'on appelle un pullback, c'est-à-dire un repli pendant 3-4 jours jusqu'à un niveau à 6,50. Et puis là, on a des acheteurs qui reviennent sur le marché et qui relancent la dynamique haussière. Sauf que le premier élément qui devrait attirer notre attention, c'est l'échec des acheteurs à faire au titre un nouveau plus haut. C'est-à-dire que vous le voyez, on repart à la hausse, mais là, quand on arrive ici, c'est-à-dire à proximité de 7,50 €, tout d'un coup, on a des opérateurs qui deviennent frileux et il n'y a plus personne pour continuer à surenchérir. Pourquoi il n'y a plus personne pour surenchérir et pour faire dépasser le sommet? Eh bien parce que les gens ont moins confiance dans le potentiel haussier de Valourec et donc ils éprouvent de la méfiance à rentrer sur le marché sur ce prix. Et donc ça repart à la baisse. Et là il se passe quelque chose d'important, c'est que le précédent creux qui était un niveau potentiel de support, il est enfoncé. Ça veut dire que ce niveau qui aurait dû attirer les acheteurs pour relancer la dynamique, eh bien en fait il y avait trop d'offres sur le marché et en fait toute la demande a été en fait submergée par toute l'offre qui apparaissait et donc on a enfoncé le support. On a enfoncé le support et on a ensuite réintégré le support. Alors là vraiment on se posait la question de savoir est-ce que c'était un piège? Est-ce que c'était un excès qui en fait allait simplement comment dirais-je, éliminer ce qu'on appelle les mains faibles, et puis ensuite la tendance haussière allait reprendre son cours. Et là, on voit que après la réintégration de ce support, le titre cale, j'ai envie de dire, très très en dessous des précédents sommets. Et on voit qu'on est potentiellement sur un titre, regardez, il se passe quelque chose, on est maintenant en présence d'un titre qui fait des sommets qui sont baissiers et des creux qui le sont également. Donc on a un changement
de consensus, un changement de psychologie par rapport à l'appréciation que se font les investisseurs du titre, puisque vous le voyez, on s'arrête à 7, alors que précédemment on était allé jusqu'à 7,50. Et on repart à la baisse et on casse cette zone de support. Et on la casse comment? On la casse avec un gap baissier. Autrement dit, tout ce qui pouvait être considéré comme des prises de profit ici de tout le rallye précédent, eh bien en fait, ça devient autre chose. Ça devient des dégagements beaucoup plus importants puisqu'on fait un gap baissier et puis on part de manière très violente à la baisse et on rejoint cette zone ici de support potentiel. Alors pour le moment, ce qu'on peut dire sur Vallourec, c'est qu'il y a effectivement une zone potentielle de support. Alors je dis bien qu'elle est potentielle parce que elle n'a jamais été validée en tant que telle jusqu'à maintenant. Mais il y a un principe en analyse technique qui est le principe de changement de polarité qui dit que lorsque une résistance est dépassée, elle peut devenir une zone de support. Et donc, on voit pour le moment que ce principe, il a été activé et qu'il tient bon. Est-ce que je pense que il va tenir bon et qu'il va relancer la dynamique haussière? Pour le moment, en regardant les bougies, on voit que la pression baissière, elle est quand même importante, puisque on teste ce niveau à 5 euros. Et puis le lendemain, on fait une bougie en forme de doji. Le lendemain, on repart à la baisse. Le lendemain, on fait une bougie qui ne veut pas dire grand-chose. Et aujourd'hui, on a une bougie qui montre à la fois à nouveau de la pression vendeuse. Donc, ce qu'on peut déjà dire, c'est que, comme je vous avais expliqué avant, le changement de rythme entre cette hausse et celle-ci, eh bien, on voit un changement de rythme entre cette hausse et celle-ci. Donc, on voit l'accélération très nette. Alors, la deuxième chose qu'on peut faire, c'est d'utiliser les retracements de Fibonacci pour voir si on est sur un niveau important. Alors, on va le faire ensemble. Et qu'est-ce qu'on remarque? On a dépassé avec les mèches, mais pas en bougie, pas en clôture, pardon. On est sur un niveau de 62% de retracement de toute la hausse précédente. Ça veut dire que le niveau sur lequel on est actuellement sur Vallourec, c'est un niveau important pour deux raisons. Le premier, c'est parce qu'il y a une polarité potentielle donc qui est en jeu et qui peut relancer le courant acheteur. Et deuxièmement, on est sur le dernier niveau de retracement où la tendance haussière est préservée. Parce que si on casse le 62% de retracement, alors ça veut dire qu'on a de grandes chances de voir le marché retourner au point d'origine du rallye, c'est-à-dire en tout cas jusqu'à ce point-là. Donc pour le moment, j'ai envie de dire, on est vraiment à la croisée des chemins. Il faut que les opérateurs, que les acheteurs en l'occurrence, se manifestent rapidement s'ils pensent que le titre présente toujours un potentiel haussier, parce que si ils font défaut et qu'il n'y a pas grand monde pour soutenir les cours sur Vallourec, sur les niveaux actuels, ça veut dire qu'on va baisser vraisemblablement d'une façon quasi certaine jusqu'à 4,50 € et on peut retracer donc toute la baisse jusqu'à 3,83 €. Après, là vous le voyez, il y a un autre niveau de polarité à 3,83 €. Vous voyez, c'est cette zone de résistance, résistance, support, support, support. Donc on peut baisser, vous voyez, jusqu'à 3,80 €. Et si on devait casser 3,80 €, alors on retournerait sur 3 €. Alors, en synthèse, sur Vallourec, on est dans un mouvement qui est baissier. Pour que ce mouvement ne soit plus baissier, il faut mettre en place maintenant une dynamique de creux et de support ascendant. Donc je vais le tracer ici. Voilà. Il faut repartir à la hausse et faire quelque chose dans ce genre pour effectivement avoir de nouveau une dynamique qui soit haussière. Si on repart à la hausse, on pourra dire que le marché a retracé 62% de la hausse précédente et le courant acheteur s'est remanifesté sur cette polarité et qu'on repart donc
sur qu'on repart à la hausse. Alors, mon expérience, c'est que en général, quand un titre retrace 62% de l'impulsion précédente, ça montre quand même de la faiblesse. Donc, la cible qu'on se fixe, que je me fixe en tout cas, quand un marché a corrigé 62%, c'est le précédent sommet. Ça ne veut pas dire que ça n'ira pas plus haut, mais autant quand un titre corrige de 38%, on peut raisonnablement penser qu'il va faire un nouveau sommet. Quand il retrace de 50%, on peut se dire qu'il va aller au moins sur le précédent sommet, voire le dépasser. Quand un titre retrace de 62%, ça montre quand même une certaine vulnérabilité et un certain contrôle des acheteurs sur le marché. Donc quand un titre retrace 62%, la première cible qu'on peut se fixer, c'est le précédent sommet. Ça veut dire que si Vallourec repart à la hausse à partir de ce niveau à 5 euros, l'objectif technique qu'il faut se fixer, c'est 7,50 euros. Si le titre va effectivement sur 7,50 euros, vous vous poserez la question de savoir si effectivement il peut monter, il peut continuer de monter ou pas. Il faudra à ce moment-là refaire une analyse de Vallourec, regarder quels sont les éléments qui peuvent nous faire penser qu'il va dépasser, ou au contraire les éléments qui nous montrent qu'il y a à nouveau de la pression vendeuse. Mais dire que Vallourec va aller à partir de ce point bas directement vers 8,14 voire vers 9 euros, c'est aller vite en besogne et ça risque de ne pas se réaliser. En revanche, on peut tout à fait penser que si ça réagit, le plus haut qui a le plus de chances de se réaliser, c'est le retour sur 7,50. Donc, on est potentiellement sur un titre qui est sur un niveau de support. Pour le moment, ce niveau ne semble pas déclencher un enthousiasme fou pour repasser pour repartir à la hausse. Donc attention, le risque il reste bel et bien baissier et tant qu'on n'a pas une nouvelle séquence de creux et de sommets ascendants, le risque il est que Vallourec continue sa correction baissière potentiellement jusqu'à la 4,50 et 4 euros. Alors ce que je fais devant vous, c'est pas du tout un pronostic puisque en fait personne ne sait où sera Vallourec dans 3 mois, c'est simplement l'analyse de la structure du prix pour essayer déjà dans un premier temps de comprendre qu'est-ce qui se passe sur Vallourec. C'est déjà ça la première question qu'il faut se poser. Qu'est-ce qui se passe? Et ce qui se passe, c'est qu'on était en présence d'un marché qui était très fort et maintenant on est en présence d'une séquence de sommets et de creux qui sont descendants. Donc il y a bien quelque chose qui s'est passé sur le titre. C'est pour ça qu'à mon sens, il ne faut pas se précipiter pour repayer Vallourec. On peut être contrarien, ça paye d'être contrarien, mais encore faut-il avoir des arguments pour l'être. Il ne s'agit pas simplement de rentrer à l'achat sur un titre parce qu'on se dit ça a beaucoup baissé et donc ça va forcément rebondir. Oui, ça peut rebondir, c'est vrai que ça peut être survendu et ça peut rebondir, mais si le consensus n'a pas changé, ça va être ce qu'on appelle un rebond technique, c'est-à-dire des personnes, des opérateurs qui opèrent des opérations de débouclage de positions vendeuses et une fois que ces opérations auront été achevées, le titre va repartir à la baisse. Donc attention, il y a un changement important qui est en train de se faire sur le titre. Pour pouvoir à nouveau payer Vallourec, eh bien je pense qu'il faut attendre de voir une nouvelle structure émerger avec des creux et des sommets ascendants qui nous montrent que on avait un consensus, il a changé et il rechange à nouveau et on repart à la hausse. Voilà Falco, j'ai terminé. Excellent. Donc, il nous reste maintenant 18 minutes après l'analyse de Vallourec et avant de passer à AXA et aussi pour Elisabeth à L'Oréal. Il y a Philippe qui a une dernière question. Pouvez-vous redire les targets en fonction de FIBO 8? Alors, très rapidement, donc vous voyez, sur Vallourec, on a fait un 62%. Donc le target à la hausse, il est pour les prochaines semaines sur un retour sur le précédent sommet, c'est-à-dire à 7,50. Voilà le target sur Vallourec. Alors, il y a des objectifs intermédiaires. Hein. Le premier objectif intermédiaire, il va être, vous le voyez, sur cette zone ici. Pourquoi cette zone ici? Alors là,
je veux pas trop développer parce qu'on va pas avoir le temps, mais cette zone, rapidement, elle est résistance parce que c'est le point d'accélération à la baisse. Et donc, ça veut dire qu'il y a un maximum d'opérateurs qui ont été collés sur cette zone. Autrement dit, tous ceux qui sont en perte, ils vont en profiter si le titre retourne sur 6,37 pour déboucler leur position perdante. Donc, premier niveau de résistance, 6,37, deuxième niveau, 7, troisième niveau, 7,50. Super, Voilà pour bah, merci Valorec. beaucoup Laurent. Donc voilà, donc on se tourne peut-être maintenant vers AXA. AXA. C'est aussi Philippe, le même Philippe qui a voulu avoir le Fibonacci, voilà, AXA, qui a posé la question. C'est une valeur qui devrait présenter un certain intérêt du fait de la rotation sectorielle Oui. et de la remontée des taux. Alors, effectivement, Philippe a raison. Maintenant, est-ce qu'on retrouve ce que Philippe vient de dire sur le graphique? Eh bien, j'ai envie de répondre oui, parce que on voit bien que le contexte sur AXA est très différent. Pourquoi? Déjà, on assiste à un titre qui a beaucoup monté et qui, comme Valourec, a corrigé. Sauf que il y a quand même une différence importante entre les deux. C'est l'ampleur du retracement. Sur Valourec, on vient de voir qu'on était à 62%. Sur AXA, on est à 38%. Ça veut dire qu'on est en présence d'un marché où la pression acheteuse s'exerce plus rapidement, plus vite, puisque dès les 38%, on voit quelque chose qui est très intéressant qui apparaît sur le chart. Qu'est-ce que c'est? On a fait le 38% et on a rebondi. On est reparti à la baisse et on est revenu tester ce niveau. Ça veut dire que ce niveau, j'espère que vous le voyez bien, à 21,80, on va dire pour simplifier à 22 euros, il est extrêmement important. Il est important pourquoi? Parce que c'était une zone de congestion préalable. Vous voyez tous les échanges qui ont eu lieu ici. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'opérateurs qui sont passés acheteurs sur AXA, sur ces niveaux. Et maintenant, on a de nouveau le retour du marché sur cette zone de support. Et d'ailleurs, le marché confirme que cette zone est importante puisqu'il rebondit 2 fois sur cette zone à 22 euros. Alors maintenant, à quoi on est en train d'assister? Attendez, je vais enlever ça. On est en train d'assister à une stabilisation des cours. Pourquoi? Puisque regardez, on a sommet, creux, sommet descendant, creux descendant, sommet descendant. Vous voyez tout ça, cette séquence-là, tac, 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 tout ça, ce sont des creux et des sommets descendants. Et jusqu'à là, on fait encore un sommet descendant, puisque regardez, ce sommet ici, il est plus bas que celui-ci. Sauf que on ne fait pas un creux, un nouveau creux descendant. On fait un creux équivalent. Autrement dit, on voit bien que le momentum baissier ici, il est en train de se stabiliser. D'ailleurs, pour faire un petit parallèle avec ce qu'on a vu ensemble auparavant sur les bougies, vous remarquez ici qu'on a une bougie qui s'apparente, qui est une variation de marteau. Pourquoi c'est une variation de marteau? Eh bien parce qu'elle a une petite mèche haute au-dessus de son corps, et que pour que le marteau soit parfait, il ne faut pas qu'il ait de mèche haute. Mais dans l'esprit, on voit le petit corps et la longue mèche basse. Donc, comme je vous le disais tout à l'heure, le marteau, il est intéressant ici parce qu'il valide une zone de support qui est existante depuis, vous le voyez, le mois de mai. Alors maintenant, qu'est-ce qu'il nous faut pour penser que Valourec va repartir à la hausse? Il faut que le titre dépasse son précédent sommet. Je vais vous l'indiquer ici. Parce que qu'est-ce qui peut se passer sur AXA? Une consolidation latérale. Ça veut dire que voilà ce qui peut se passer. Vous voyez, quelque chose dans ce genre. Ok? Ça veut dire que le titre ne baisse plus, mais il ne monte pas non plus. On est dans un espèce de statu quo où les opérateurs se contentent de la stabilisation des prix autour de ce niveau jusqu'à qu'il y ait un nouveau catalyseur qui émerge à la hausse ou à la baisse qui fait que tout d'un coup, il y a un nouveau consensus et on va repartir à la hausse ou à la baisse. Mais s'il n'y a pas de catalyseur et si le statu quo y perdure, on peut tout à fait rester à l'intérieur de cet intervalle sans que rien ne se passe. Donc, que faut-il faire à l'intérieur de cet intervalle? Il y a deux façons en fait d'opérer dans ce type de configuration.
La première façon, c'est de dire si le titre revient sur le support, je paye. C'est-à-dire que je rentre un ordre d'achat sur 22 € parce que j'ai un risque qui est tout petit. C'est quoi le risque? Eh bien, si on casse ces niveaux à 21,77 sous les mèches basses, ça veut dire qu'on s'est trompé. Parce qu'en fait, en analyse technique, c'est loin d'être une méthode parfaite, mais elle a un avantage certain. C'est qu'elle vous permet de savoir quand vous vous êtes trompé. Et ça vaut de l'or de savoir quand est-ce qu'on s'est trompé. Parce que ça nous évite de continuer, de persévérer dans l'erreur. Donc, qu'est-ce qu'on pense là? On pense que les cours sont en train de se stabiliser. Mais on peut se tromper, parce qu'en fait, personne ne sait ce qui va se passer. Et il suffit qu'il y ait une nouvelle exogène ou endogène à AXA pour que ça reparte à la baisse. Donc, on peut se dire que si on rentre sur cette zone de support, le risque il est très faible puisque finalement on rentre très à proximité du niveau qui invalide le scénario de statu quo et le rebond potentiel. Donc on paye le support. Ça c'est la première option. Mais ce n'est pas la seule. Il y a différentes façons d'opérer. Certaines personnes ne sont pas à l'aise pour payer les supports parce qu'elles se disent si on a baissé jusqu'ici, ça veut dire qu'on va peut-être casser le support et qu'on va enfoncer et par conséquent, je ne me sens pas à l'aise de payer cette zone. Je préfère payer une confirmation de la reprise haussière. Auquel cas, il faut attendre le franchissement de cette résistance que vous voyez ici et si on franchit la résistance, alors ça veut dire qu'on a de nouveau une séquence qui change avec un nouveau sommet qui est ascendant par rapport au précédent et puis un changement potentiel, un retournement de tendance avec un retournement haussier. Donc vous voyez, typiquement, il y a des gens qui seront beaucoup plus à l'aise d'attendre le breakout, le repli et puis le nouveau démarrage haussier. Ils seront beaucoup plus à l'aise de payer sur force. Donc après ça dépend vraiment du tempérament de chaque opérateur de marché. Il y en a qui aiment payer en prenant très peu de risques et il y en a qui aiment payer avec une confirmation du marché. Et ça, c'est vraiment important pour chaque personne de savoir à quel profil elle appartient, parce qu'il faut être à l'aise. Donc, d'un point de vue de l'analyse stricto sensu, on est maintenant sur un marché qui est neutre et on attend la rupture ou le dépassement des deux seuils clés. Le premier seuil clé à la hausse, c'est le dépassement de 23,40. Et le deuxième seuil clé à la baisse, c'est les 22 €. Si on casse 22 €, ça veut dire que cette dynamique-là, elle continue et qu'on va aller tester des nouveaux plus bas. Si on franchit au contraire les 23,40, ça veut dire que cette dynamique-là, elle est neutralisée, que le marché se retourne et qu'il reprend quoi? L'impulsion précédente. Vous voyez, si on dépasse ce niveau à 23,40, c'est extrêmement important parce que ça veut dire que le mouvement haussier qui avait commencé en juillet est vraisemblablement en train de reprendre son cours et que là aussi, comme ce n'est qu'un 38% de retracement, le premier objectif c'est 25, mais alors que tout à l'heure sur Valourec je vous disais, si on arrive sur le précédent sommet, à mon avis, il vaudrait mieux prendre ses bénéfices et regarder ce qui se passe, quitte à re-rentrer plus tard. Autant sur AXA, je trouve que si on repart à la hausse et qu'on va tester 25, ça serait intéressant d'essayer de conserver, parce qu'avec un 38%, dans une tendance haussière, on a beaucoup plus de chances de voir le marché dépasser le précédent sommet et faire un nouveau plus haut. Voilà Falco. Bon, il y a encore Michel qui demande attention au gap de moins de 30% du franc suisse en 2015. Il y a Philippe qui dit comment estimer le pH et le PB de la journée en fonction de la volatilité de la veille. Mais je propose qu'on garde ces questions peut-être pour la semaine prochaine. Et on D'accord, il faut fait, les noter Falco. oui, oui, je le note, mais je propose qu'on regarde L'Oréal pour Elisabeth parce que voilà, elle attend depuis 20 minutes maintenant. Donc, L'Oréal, Ça y est, c'est parti. il nous reste 8 minutes, hein. Oui, oui, on a le temps. Alors, L'Oréal. La première chose qui saute aux yeux quand on met à l'écran un an d'historique, c'est qu'on est dans une tendance plate, puisque vous le voyez, les cours actuels sont au niveau de ce qui s'échangeait au mois de juillet 2016, c'est-à-dire à 175
euros. Donc on voit qu'on est dans un grand trading range. Alors moi ce que j'aime faire en général quand on est dans ce genre de configuration, j'aime savoir d'où est-ce qu'on vient et puis surtout j'aime savoir si on est sur des plus hauts historiques ou si au contraire on a des plus hauts qui ont été inscrits auparavant. Alors en l'occurrence, sur L'Oréal, c'est des plus hauts historiques. Mais imaginons que nous ne le sachions pas. Donc ce que je fais, c'est que je me mets en semaine, 5 ans, et je regarde la physionomie du marché depuis 5 ans en bougie hebdomadaire. Donc ça me dit un petit peu qu'est-ce qui s'est passé depuis 5 ans et quelle est la dynamique de moyen terme qui est à l'œuvre. Donc on voit que finalement sur L'Oréal, on est sur des cours, sur des niveaux plutôt, qui correspondent à peu de choses près au plus haut de avril 2015. Ça veut dire que on a eu cette belle impulsion haussière pendant le courant 2014 et puis depuis on est en train de faire un plat. Alors on n'est pas exactement en train de faire un plat si on regarde un petit peu plus attentivement ce qui se passe parce que c'est vrai que là en septembre 2015 et en janvier 2016 on est allé rejoindre par 2 fois ce niveau important à 140 euros. Ensuite on est monté assez rapidement jusqu'au précédent sommet historique, on a rebaissé, sauf que là, il se passe quelque chose. C'est que la baisse, elle est assez faible. Assez rapidement, c'est-à-dire à 156 euros, on voit un soutien du marché et on voit les prix qui ne baissent plus jusqu'à cette zone à 140 euros. Autrement dit, on a des sommets qui sont équivalents, mais on a 2 creux qui sont ascendants. Et puis si on regarde encore un petit peu ce qui se passe après, on voit que on est monté, on a consolidé un petit peu sous la résistance et là on repart à la hausse. Et en repartant à la hausse, en tout cas pour le moment, en hebdomadaire, on n'a pas beaucoup d'indications comme quoi la pression vendeuse est en train d'apparaître, puisque vous le voyez, on a des bougies, si on se met en ligne de clôture, qui sont en train des bougies qui testent en fait les précédents sommets, mais on n'a pas du tout de pression vendeuse qui s'exerce. Alors, on va repasser maintenant en bougie quotidienne. Donc, sur L'Oréal, on voit que on est sur un marché qui teste les précédents sommets historiques, qu'on monte là pour le moment de manière assez corrective. Pourquoi on monte de manière corrective? Regardez la différence. Regardez la différence entre cette hausse ici et cette hausse ici. Celle-ci, elle est impulsive, c'est-à-dire qu'il n'y a que des acheteurs. Le consensus, il est très clair. On a des opérateurs qui veulent du L'Oréal, ok? Ici, ça monte, j'ai pas envie de dire que ça monte à reculons, mais regardez, ça monte, ça teste cette résistance, ça rebaisse, ça remonte, ça rebaisse, ça remonte, ça rebaisse. Vous voyez, il y a beaucoup de chevauchements. Et puis là, on voit qu'on est en train, incognito, sans que personne ne le remarque, on est en train de dépasser tranquillement, doucement, le précédent sommet. Donc, sur L'Oréal, on est sur un mouvement qui a commencé en novembre 2016 et qui est haussier. C'est un mouvement qui, pour le moment, est en train de tester les précédents sommets. Où se place le stop, c'est-à-dire le prix qui nous dit que cette dynamique haussière, elle n'est plus valable? Ben tiens, je vais vous laisser réfléchir 2 minutes. Quel est le niveau qui nous dirait que la dynamique qui est à l'œuvre depuis novembre n'est plus d'actualité, que le consensus a changé? Falco, quelles sont les réponses qu'on te donne? C'est assez facile, hein? Bah, aucune pour l'instant. Philippe, Christian, Michel, vous voulez dire quelque chose? Ah, Jean-François, passage 170. Il écrit. Oui, alors je serais un peu plus exigeant que Michel. Je dirais Philippe, que sommet oui. de août. Philippe dit sommet de août. Laurent dit 168, dernière plus haute, dit Raphaël. Alors, c'est Laurent qui a raison. C'est Ah, 168. C'est ce ah, je niveau-là. mens avec le nom, hein. Donc vous le voyez ici, on a une impulsion haussière et c'est à partir de ce niveau à 168, 168,40 que le marché se stabilise et qu'il repart à la hausse. Ça veut dire qu'on a des sommets et des creux ascendants et que le dernier creux ascendant, il est à 168,40. Ça veut dire que pour que la dynamique haussière soit préservée, il faut impérativement que le dernier creux dans la hausse reste intact. Si le marché
casse ce niveau à 168,40, casse ce dernier sommet, ce dernier creux pardon, dans la hausse, alors la dynamique qui est haussière n'aura plus ce caractère haussier, elle deviendra neutre. Et par conséquent, il faut impérativement, si on a envie à court terme de posséder des actions L'Oréal, eh bien il faut que le marché reste au-dessus de ce niveau à 168,40 parce que c'est le prix qui nous dit que la dynamique a changé s'il est enfoncé. Donc L'Oréal, en synthèse pour terminer, est à moyen terme dans une tendance neutre, une tendance plate. Deuxièmement, on remarque la pression acheteuse qui s'exerce sur le marché puisque nous sommes en train de tester la résistance de cette tendance plate. Ça veut bien dire, si on teste une résistance, qu'il y a de la pression acheteuse qui se manifeste. Troisièmement, à court terme, on est dans une dynamique qui est haussière, qui se retrouve assez facilement ici. Ce qui invaliderait la dynamique haussière de court terme, c'est la rupture de ce niveau à 168,40. Donc, en conclusion, moyen terme neutre, en passe de franchir un niveau important pour ouvrir un nouveau potentiel haussier, c'est le dépassement des 178 euros. Et puis à court terme, haussier avec invalidation sous 168,40. Est-ce que c'est clair? Il y a Raphaël qui dit 25 Elliott et Thérèse dit c'est très clair. Ok. Eh bien, Falco, je viens de regarder ma montre, il est 18 heures. Excellent, parfait. Donc, quel timing. Donc voilà, il nous reste que à vous dire merci beaucoup d'avoir été avec nous. Merci Laurent pour toutes tes explications et voilà aussi quelques fondamentaux hein, dans l'actualité. J'espère que ça vous a plu. Il y a plein de gens qui disent bravo, merci, merci, merci. Jacqueline, Pierre, Philippe, ils sont contents. La semaine prochaine, dit Christian. Et nous, on dit aussi merci beaucoup, merci et à la semaine prochaine. Ça fait plaisir d'être avec toi, Laurent, et avec vous. Donc, à la semaine prochaine. Au revoir. Merci Falco. Juste un dernier mot pour vous dire de surtout envoyer toutes vos questions et tous les actifs que vous avez envie, pardon, qu'on regarde ensemble à Falco hein, pendant toute la semaine, surtout les actifs, hein, les devises, les taux, si ça vous intéresse, les matières premières, les actions, les indices, tout. Voilà. Et puis on y répondra la semaine prochaine. Bonne soirée, bonne semaine à tous. Au revoir. Excellent, merci. À bientôt. Au revoir.